Ils sont jeunes, ils nous viennent de toute la France et cette crise que nous traversons, eh bien, ils y font face. Ils sont entrepreneurs, ils ont moins de 30 ans et avec leurs entreprises, ils créent de l'emploi et donc de l'espoir. Ce sont les lauréats du prix Mouv'J 2020. Aujourd'hui, pour ce 4e épisode de la série Confidences du Mouv'J, je vous propose de découvrir un nouvel exemple de cette jeunesse comme vous ne l'imaginez peut-être pas. Une génération déterminée, une génération engagée, une génération que nous avons aujourd'hui le plaisir de vous présenter. Place à la génération optimiste. Avec moi, tout au long de cette émission, j'aurai le plaisir d'échanger avec Emmanuel Bardin. Bonjour Emmanuel. Bonjour Thomas. Tu es alors à la fois ancien lauréat du prix Mouv'J, parce que tu étais cofondateur, tu l'es toujours d'ailleurs, de Lemon Tree, et tu es aujourd'hui mentor. Et donc ensemble, on va passer sur le gris notre jeune invité, Pierre Blanchot. Bonjour Pierre. Bonjour. Tu es cofondateur de Circuleg et tu es Grand Prix 100 jours 2020, donc du prix Mouv'J. Alors, on va remercier maintenant nos spectateurs de nous suivre. On va leur dire bonjour. On va dire bonjour donc à tous les entrepreneurs, tous ces partenaires qui les accompagnent derrière leurs écrans, mais aussi en plateau. Et du coup, transition presque parfaite. Mais ça tombe bien, c'est moi qui l'ai écrite. J'accueille sur le plateau Véronique Mauduit. Bonjour Véronique. Bonjour Thomas, bonjour à tous. Tu es directrice communication chez Sage. Tout à fait. Et on passe de l'autre côté du plateau, on retrouve Dominique Restineau. Bonjour Dominique. Bonjour Thomas, et si vous le voulez bien, on va, pour ne pas oublier, applaudir notre lauréat. Et on compte sur toi pour avoir envie de t'applaudir encore après, à la fin de cette émission. C'est pour m'encourager. Donc, avant qu'on donne la parole à notre jeune entrepreneur, Dominique, peut-être on peut dire un mot de ce que représente ce prix 100 jours. Alors, au cœur du Grand Prix Mouv'J, et là c'est l'édition 2020, pas simple, il y avait le prix porteur de projet. Et nous avions des jeunes cousins qui s'appellent 100 jours pour entreprendre, qu'on connaissait bien, qui avaient le prix 100 jours, et c'était le même prix en réalité. Et ils ont souhaité se rapprocher du Mouv'J. Et donc c'est devenu logiquement le prix Mouv'J et la catégorie 100 jours, avec son programme 100 jours. Et c'est, nous l'espérons, celles et ceux qui ont un projet, et il y en avait beaucoup, qui vont très facilement réussir à passer les montagnes et les barrières, ou les barrières et les montagnes, pour créer l'entreprise, reprendre l'entreprise, passer pour certains d'un régime auto-entrepreneur à la création de la structure, je dirais, classique d'entreprise. Et c'est ce qu'on souhaite effectivement à Pierre, et c'est ce qui s'est passé également, c'était le cas également avec Lemon Tree à l'époque, et on voit ce que ça fait, entreprise créée, je ne sais plus combien vous êtes dans votre entreprise. On est presque 60 là. Ah, voilà. Après, c'était en 2011, hein, donc ça commence à dater un peu. Mais... Il crée des entreprises et il crée des emplois. Et cette réussite, c'est justement tout ce qu'on souhaite à Pierre, mais encore, faut-il savoir de quoi on parle. Alors, Circuleg, je ne vais même pas te demander le pitch, c'est vrai qu'on parle beaucoup aujourd'hui de mission, de vision. C'est quoi la mission de Circuleg ? Alors la mission de Circuleg, c'est à long terme, de valoriser, donner une deuxième vie à tous nos déchets, surtout les déchets de l'industrie agroalimentaire. Aujourd'hui, on travaille sur un coproduit de l'industrie agroalimentaire, ce sont les coquilles d'œufs qui sont rejetées par les casseries, qui sont des usines agroalimentaires qui cassent des œufs, qui séparent le blanc du jaune, qui les revendent en tant que produit fini. Et ces casseries, elles ont un problème, c'est qu'elles ont une grosse quantité de déchets, 40 000 tonnes en France, de coquilles d'œufs qu'elles ne valorisent pas. Ça part directement à la benne. Alors oui, c'est ça. Tout dépend des établissements, mais il y en a qui en font de l'épandage agricole, d'autres qui ont des méthodes de valorisation un peu plus poussées, mais personne n'a une vraie valorisation économique de ces coquilles d'œufs. Alors on va parler des débouchés. À quel moment tu te dis qu'il y a quelque chose à faire avec les coquilles d'œufs ? Alors en fait, ça a commencé, c'est un peu la jeunesse de l'entreprise, puisqu'il y a un peu plus d'un an, mon associé Yacine a été contacté par un directeur d'une de ces casseries justement, qui lui a fait part de ce problème de valorisation de ses coproduits. Et c'est à ce moment-là qu'Yacine a décidé de créer Circuleg, que je l'ai rejoint. Et en fait, maintenant, aujourd'hui, on est une équipe de 3 associés qui travaillons sur le projet à plein temps.
Véronique Mauduit, alors peut-être déjà quelques présentations pour les spectateurs, rapidement, qui tu es, ce que fait Sage, et parce que ça fait un moment que vous accompagnez le Mouv'J et les jeunes entrepreneurs. Donc merci, oui, donc je suis directrice de la communication chez Sage, c'est pas facile à dire. Donc Sage, c'est un éditeur de logiciels de gestion, compta, paye, RH, et on accompagne justement un petit peu toutes les tailles d'entreprises en France et dans le monde entier, donc de la TPE au grand groupe du CAC 40. Donc on a vraiment dans notre ADN de marque cette notion d'accompagner la croissance des entreprises, d'accompagner les entrepreneurs d'aujourd'hui et de demain. Donc c'est assez naturellement que le partenariat avec le Mouv'J existe depuis, je crois, 10 ans, si peu ou prou. Mais je crois que ça fait ça. Et c'est un partenariat naturel et c'est un réel plaisir d'être là encore aujourd'hui et de rencontrer Pierre et qui va nous en dire beaucoup plus, j'en suis sûre, sur son projet. Et alors justement, est-ce que tu aurais une question dont la réponse de Pierre fera qu'il passe de la TPE au CAC 40 ? Oui, justement, c'était par rapport à ton business model, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus ? Oui, alors on a mis en place, donc on a vraiment réfléchi longtemps sur ce sujet, on a été accompagné également, notamment par Emmanuel. On souhaite mettre en place un business model dit gagnant-gagnant, puisque d'une part, on élimine un coût d'élimination pour les casseries, puisqu'elles payent pour se séparer de leurs coquilles, donc on remplace ça. En contrepartie, nous, on obtient un approvisionnement gratuit en matières premières. Nos ventes de produits finis entraînent un apport de trésorerie pour l'entreprise, avec des produits à forte valeur ajoutée. Et ensuite, on partage une partie des bénéfices à l'ensemble de la filière via le reversement de royalties sur l'ensemble de la filière en amont. Tu évoquais des échanges avec Emmanuel, toi-même, hein, vous travaillez la question des déchets. C'est un peu, tu es aussi mentor, c'est quel type d'échange on a entre un entrepreneur qui a déjà un peu vécu et un jeune entrepreneur qui se lance, et typiquement, qu'est-ce que vous racontez ? C'est confidentiel. On s'est raconté pas mal de choses. En plus, là, il y a plusieurs points qui nous rassemblent. Évidemment, l'entrepreneuriat. Et ce qui est important, c'est aussi l'économie circulaire. Donc, on a des business models. Donc là, c'était un peu le hasard, mais qui étaient très proches. Et dans ce que tu as dit, ce qui était assez marquant, là, c'est que vous êtes parti d'un problème. Il y a un directeur de casserie qui est venu voir pour dire « Mes coquilles d'œufs, ça me coûte cher, je ne sais pas quoi en faire ». Et un peu la magie de l'économie circulaire, c'est de se dire on va prendre un coût quelque part, quelque chose qui va être jeté, quelque chose qui va être gâché, et on va réussir à le transformer en ressources et à remettre de la valeur sur toute la ligne. Sur la casserie, sur vraiment toutes les différentes parties prenantes. Donc on a beaucoup parlé de ce business model. Et du coup, au départ, l'idée, c'était d'aller acheter peut-être moins cher ces coquilles d'œufs, et finalement, ça devient une ressource. Tout à fait. Puisqu'en fait, ces coquilles d'œufs, pour les éliminer, les casseries sont souvent obligées de mettre en place des moyens logistiques qui leur coûtent de l'argent. Et ben nous, on s'est dit, voilà, on va intervenir à ce niveau-là, leur proposer un service qui les fera économiser sur quelque chose, et ensuite, nous, se faire de la valeur sur des produits qu'on va transformer. Dominique, je te vois... Oui, alors déjà, je crois qu'ils sont en train de travailler pour essayer de faire ce travail de casserie sur place, in situ, également, c'est ce que j'avais compris. Ouais. Mais en même temps, il faut convaincre des casseries, et en même temps, de l'autre côté, aller convaincre, parce qu'il y a un gros investissement quand même dans tout ça. D'un côté, il faut convaincre les casseries, si je comprends bien, et de l'autre côté, il faut convaincre les clients potentiels, et là, il y en a dans le secteur de la cosmétique et dans le secteur de l'alimentaire. Ça fait quand même beaucoup à gérer en même temps, donc est-ce qu'il va y avoir une priorité ? J'imagine que vous avez dû travailler, et puisque c'était la question par rapport à ton mentor, puisque ça n'est pas un hasard, Emmanuel, ça n'est pas le même métier, c'est les fondamentaux du mentorat, de la relation mentorale, mais il y a une compréhension de vos business models et de vos valeurs en plus à vous deux également. Mais comment tu vas gérer ça, toi ? Alors déjà sur l'attraction commerciale par rapport aux casseries, oui. Vraiment on propose un service qui intéresse une grande partie des acteurs en France. C'est vraiment une solution pour eux. Donc à ce niveau-là, il n'y a pas trop de problème de demande. En revanche, pour les produits finis, comme vous disiez, vous mentionniez la cosmétique, l'alimentaire, donc complément alimentaire pour les humains et l'alimentation animale. En fait, on va d'abord avoir une mise sur le marché vraiment segmentée, très progressive, avec d'abord on va attaquer le marché du pet food, donc de l'alimentation pour les animaux domestiques et des compléments alimentaires, parce que c'est quand même des secteurs qui sont plus faciles à aborder, aussi bien d'un point de vue réglementaire que du business. Et ensuite, à long terme, on travaillera sur des marchés cosmétiques qui ont des cycles de vente plus longs, et c'est parfois plus difficile de rentrer
dans ces marchés. Juste pour bien comprendre, et peut-être pour les spectateurs qui se posent la même question que moi, on parle de deux industries très différentes, mais concrètement, ce produit, je fais quoi avec mes coquilles d'œufs ? Oui. Alors, les coquilles d'œufs, en fait, elles sont composées en deux vraiment composants principaux. D'une part, la coquille externe qu'on connaît tous, qui est riche en carbonate de calcium. Et la membrane, exactement, la membrane interne, membrane coquillère, qui est riche en nombreuses protéines d'intérêt. Alors, la partie coquille externe, c'est vraiment utilisé pour l'alimentation, surtout l'alimentation animale. Tous les animaux en ont besoin. Et donc, c'est le gros du volume. Et la membrane, en revanche, ça a vraiment une valeur ajoutée bien plus importante, puisqu'on retrouve certaines molécules comme le collagène ou l'acide hyaluronique, qui sont utiles notamment pour le soin de la peau et des articulations, et qui sont commercialisées pour le complément alimentaire. Emmanuel ? Ouais, j'avais une question sur le caractère un peu novateur en fait de ce que vous avez. Est-ce que ça existait déjà ? Est-ce que vous avez vu ça à l'étranger ? Est-ce que vous êtes vraiment les premiers à proposer la valorisation de ces coquilles ? Avant, qu'est-ce que ça devenait ? Est-ce que c'était du compost, de l'enfouissement ? On n'en faisait vraiment rien ? Alors ces coquilles ne sont pas valorisées vraiment en tant que telles. Il n'y a pas vraiment de valorisation économique en France, puisque c'est essentiellement destiné à l'épandage agricole, pour un coût le plus faible possible. En revanche, il y a quelques initiatives de valorisation de ces coquilles à l'étranger, notamment en Espagne et aux États-Unis. Mais c'est encore un marché très petit et justement ces entre guillemets concurrents ouvre le marché et il y a du coup de plus en plus une forte demande de la part des acteurs de la filière vraiment en aval. Je rebondis juste sur la question d'Emmanuel. Face à ces concurrents qui eux aussi ont besoin de ces coquilles d'œufs pour répandre là dans les champs, si j'ai bien compris, qu'est-ce qui fait qu'on va te choisir toi côté casserie ? Alors, parce que en termes de coûts vraiment que représente cette opération, les casseries ont des coûts logistiques pour fournir ces coquilles aux agriculteurs. Nous, on leur propose dans un premier temps de venir récupérer sur leur site les coquilles. Et à terme, l'objectif, comme vous le disiez tout à l'heure Dominique, c'est de s'installer on-site directement chez les casseries avec nos équipements sur place. Et donc, c'est vraiment des facilités d'un point de vue réglementaire et sanitaire. Et donc, ça arrange vraiment tout le monde. Oui, j'avais une petite question à te poser, parce que justement, tu disais, comment tu fais pour aller les chercher ? Est-ce qu'ils vous connaissent spontanément, ou est-ce que vous avez des démarches commerciales, ou comment vous faites ? Alors oui, c'est vraiment quand même tout l'enjeu du développement en amont. On a contacté de nombreuses casseries, il y a 56 établissements en France, on a contacté les plus gros. On est en négociation avancée avec certains d'entre eux, et l'objectif justement, c'est d'installer notre premier pilote opérationnel d'ici mars ou avril 2021, qui pourra traiter et transformer une partie des coquilles d'une de ces casseries. Emmanuel, tu voulais aussi... Oui, donc du coup, le fait d'être sur le site, tu as l'air de dire que les concurrents américains ou étrangers vous font pas trop peur, parce qu'il y a tous ces coûts logistiques là qui font que c'est pas rentable pour les casseries françaises d'envoyer là-bas. Oui, tout à fait, c'est la première raison. Et il nous semble, en ayant étudié un peu ces concurrents, c'est que pour certains concurrents, notamment le concurrent européen, c'est une casserie elle-même qui a développé une filiale pour la valorisation de ses propres coquilles, un peu dans une optique de zéro déchet. Ils ont probablement pas la volonté de scaler ce business à d'autres pays, notamment en France. Dominique, il y a un truc que je voudrais dire quand même, c'est une fois dans sa vie, il faut faire un jury du prix Mouv'J, parce que on découvre des trucs dingues. Parce que moi, c'est un univers que je connaissais pas du tout. C'est assez hallucinant. Et je trouve ça absolument génial. Mais c'était un peu ma question, c'est qu'au fil des années, t'en as vu passer des sujets. Et c'est vrai qu'on n'imagine pas forcément, je ne sais même pas quel âge tu as d'ailleurs, J'ai Pierre. 24 ans. Ouais, c'est extraordinaire. Ils sont jeunes, ils créent les entreprises, ils créent les emplois. Et là, ça change le monde. Il change le monde. Enfin, c'était il y a 8 ans, 9 ans. 9 ans, ouais. 9 ans, il n'y avait quand même pas beaucoup de monde qui était là en train de travailler, à essayer de recycler le plastique, tout ça. Je veux dire, ce qu'ils font. Le déchet devient sexy. Le déchet devient, en tout cas, le déchet il n'y a pas besoin de monter que des devient une ressource. tech. C'est ça qui est génial. Aujourd'hui, même l'industrie, je trouve, reprend un peu de couleur et donne envie. Ils pensent les choses. Alors, je pense qu'ils ont compris des choses que moi, à mon âge, j'avais peut-être oublié, j'en sais rien, mais en tout cas, on trouve ça et c'est absolument génial, quoi. Et là, effectivement, on en est à la 11e édition, on en a vu et revu, avec des personnalités jeunes, c'est assez fou, quoi. Allez, une dernière question, qui veut pour notre invité ? Moi, j'avais une question sur... tu as parlé de pet food, donc la récente levée de fonds de Insect. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Est-ce que, justement, tu te dis, là, il y a un Eldorado devant nous, au contraire, un acteur aussi gros qui lève autant d'argent, est-ce que c'est pas un risque de vous faire de l'ombre ?
Alors, a priori non, puisque Insect travaille sur un secteur vraiment très différent. On connaît d'ailleurs leurs fondateurs qui nous épaulent. Mouv'J aussi. Et on les a connus Mouv'J il y a 10 ans, absolument. Voilà, nous on travaille avec eux dans le cadre d'un autre réseau, mais ils nous aident beaucoup et c'est très agréable. En revanche, oui, ce que tu dis est vrai sur le marché du pet food, c'est vraiment en croissance énorme, d'autant que maintenant on distingue même du pet food premium avec des valeurs ajoutées très importantes. C'est un secteur qui est très porteur, avec de belles marges, donc très bon pour nous. Horizon dégagé plutôt. Ouais, absolument. Ouais. Et c'est là où on retrouve toute cette communauté, parce que nous on fait tout un travail, le mentorat, tout ça, cette communauté, mais entre eux ils s'apportent, c'est ça qui est absolument génial. Et donc Insect, qui était au Mouv'J, qui est maintenant au Next 40. Et je vais rester sur cette idée de Next, parce qu'il y a une suite à cette émission. On va continuer avec Pierre. Et maintenant, après avoir découvert ton business, on va découvrir ce qui se passe dans la tête du jeune entrepreneur que tu es. On va rester avec Emmanuel. On va remercier Véronique et Dominique. Et après ce jingle, on accueille de nouveaux intervenants. Et nous poursuivons notre émission toujours en compagnie de Pierre Blanchot. Pierre, on est ravis de t'avoir avec nous pour découvrir un peu plus qui est l'entrepreneur derrière l'entreprise. Et donc pour nous accompagner dans les questions, toujours Emmanuel, merci d'être resté avec nous. Et parce qu'on se sentait un peu seul avec Emmanuel, on avait besoin de renfort. On accueille donc Agathe Albertini. Bonjour Agathe. Bonjour. Tu es directrice communication chez JC Deco. Tout et à avec fait. toi, on retrouve cette semaine encore Bénédicte Sanson, délégué général du Mouv'J. Bonjour Bénédicte. Bonjour Thomas. Je démarre avec toi, Agathe, grand partenaire du prix 100 jours Oui, tout à depuis fait. des années. Donc Depuis la création. Ouais, depuis la création, un réel soutien pour les entrepreneurs et un soutien de visibilité. Ça participe à faire grandir nos entreprises. Je crois que JC Deco, Jean-Claude, c'est Jean-Claude. bien ça, disait, alors du coup je vais reprendre mes notes pour donner la citation exacte, je n'ai jamais envisagé de travailler autrement qu'à mon compte parce que j'avais un caractère impossible. Est-ce que c'est ça, être entrepreneur? Est-ce que c'est ça, l'ADN entrepreneurial de la boîte qui fait qu'aujourd'hui vous accompagnez ces jeunes? La première partie de la citation est bonne. Ouais. Caractère. Impossible, c'est la boutade. Mais caractère, c'est vrai qu'il en faut pour être entrepreneur. Ça, je pense que tous les deux, vous pourrez le confirmer. Donc, il faut du caractère et je pense que M. Deco en avait. Et il a créé une start-up à l'époque. C'était en 1964, mais c'était une start-up. Il avait 18 ans. Il n'avait pas d'argent. Il a On ne se rend pas compte après coup Ben quand voilà, on voit des on est marques comme arrivé ça. numéro ouais. 1 mondial de la communication extérieure, mais c'est parti avec un scooter et des affiches à coller. Donc c'était vraiment en mode... Et à l'époque, 18 ans, il fallait se faire émanciper pour créer une entreprise. La Ouais. majorité était à 21 ans. Donc vous voyez, c'était vraiment une mentalité de start-upper qui a réussi à faire perdurer dans l'entreprise. Et donc c'est clair qu'on a une vraie sympathie, un vrai intérêt pour les jeunes entrepreneurs. Alors si JC Deco avait une question au jeune entrepreneur qui est Pierre, qu'est-ce qu'il pourrait lui dire? À la place de Oui, de Jean-Claude. À la place de Jean-Claude, je lui demanderais, est-ce que vous pensez avoir de la vision et de l'audace? À titre personnel, je ne sais pas du tout. En revanche, en tant qu'équipe, je pense qu'on est suffisamment accompagné pour essayer d'avoir cette vision, travailler pour le long terme, avec vraiment une perspective sur ce qu'on fait. Et c'est ce pourquoi aussi on cherche à se faire encadrer, notamment par le prix Mouv'J. Bénédicte, Pierre parle de l'équipe, ça c'est un sujet qui te tient à cœur. Ouais, alors effectivement, l'équipe, l'audace, en tout cas, moi je pense que vous l'avez. Alors toi, tu as créé à 24 ans, tu nous l'as dit tout à l'heure, presque un vieillard par rapport à Monsieur Deco. Mais quand même, ça reste jeune et tu es le plus âgé des 3 associés. Ouais. Justement, je crois que vous avez créé, pendant que vous étiez étudiant, comment ça se passe, ce process, comment on ose se dire, allez, je laisse tomber le beau CV dans ma belle école d'ingénieur et je crée ma boîte. Comment ça se passe? Alors oui, comme vous l'avez dit, on a créé tous les 3 pendant qu'on était à l'école AgroParisTech. En fait, le fait d'être étudiant, c'est un inconvénient parce qu'on manque d'expérience. On n'a pas du tout de légitimité vis-à-vis des acteurs qu'on rencontre au quotidien. En revanche, on a aussi tout l'accompagnement de notre école, en l'occurrence AgroParisTech, qui a fait beaucoup de choses pour nous, avec un itinéraire entrepreneuriat qui nous permet de faire par exemple notre stage
de fin d'études au sein de la boîte. Et donc du coup, on a quand même pas mal de facilités, c'est un peu gagnant-gagnant. C'est encore une croyance quand on est jeune de se dire je suis jeune donc je ne serai pas crédible, j'ai pas d'argent donc je ne pourrai pas y arriver. Parce que j'ai l'impression que ça l'est de moins en moins, mais néanmoins je suis un peu moins jeune qu'avant. Alors, j'aimerais bien avoir ton regard. Moi je pense que ça l'est de moins en moins parce qu'aujourd'hui on a quand même beaucoup de choses qui sont faites pour l'entrepreneuriat. Le prix MoveJ, c'est en étude, mais il y a aussi beaucoup d'autres initiatives, même d'un point de vue financier, avec finalement l'État qui finance les startups via des subventions, etc. Même d'un point de vue accompagnement, c'est quand même beaucoup mieux vu. L'entrepreneuriat, c'est plus un tabou, comme vous le disiez, vous parliez de l'époque de Jean-Claude Decaux. Et donc oui, je pense que maintenant, on n'est pas du tout confronté aux mêmes problématiques. Et le fait d'être jeune, c'est de plus en plus un avantage qu'un inconvénient. Même si évidemment, on a toujours ce manque de légitimité parfois. J'allais relancer vers Emmanuel, mais Bénédicte, je te vois, je sens que tu as une question là sur le bout des lèvres qui te brûle. Oui, j'aimerais bien aller un tout petit peu plus loin. Tu dis que tu es accompagné, donc c'est plus facile. Certes, on parle beaucoup de la solitude de l'entrepreneur. Vous êtes 3 associés, 3 amis. Est-ce que quand on traverse des périodes un petit peu difficiles comme celle qu'on vient de vivre, on reste amis parce que c'est très tendu? Et il faut continuer, il faut sans arrêt se remettre en question. Est-ce que tes associés restent tes 3 amis et à vous 3, vous arrivez à trouver comment rebondir? Oui, alors c'est un point important et c'est vrai que c'est quelque chose auquel on ne pense pas. On se dit évidemment on est amis, on restera amis. Dans notre cas, on est toujours amis évidemment. En revanche, on a vraiment structuré notre travail et notre équipe pour vraiment séparer le travail du point de vue personnel. Et donc ça se passe très bien entre nous. En revanche, c'est vrai qu'il y a des choses qui sont nécessaires de faire. Certaines discussions, par exemple la rédaction d'impact d'associés, qui est indispensable, surtout quand on est amis, pour mettre les choses au clair. Et ce qui est du travail, c'est du travail. Ce qui est de l'ordre privé, c'est du privé. Et je crois qu'on s'en sort bien, nous, puisqu'on est toujours amis, du coup. C'est bien de prévoir, effectivement, que ça peut, à un moment, mal se passer. Emmanuel, oui, je voulais échanger avec toi sur la question de l'engagement. Parce que derrière une boîte, il y a un entrepreneur et la manière dont ils portent leur engagement, c'est quelque chose d'essentiel. Oui, et c'est clair, particulièrement dans le cadre de Circuleg, qui est un très beau projet d'entrepreneuriat à impact, donc entrepreneuriat social, un projet d'économie circulaire. Est-ce que c'est un hasard cet engagement ou tous les 3 vous vous êtes dit on veut absolument avoir un impact positif pour la planète, pour les générations futures? Alors, c'est pas forcément, je dirais, cette volonté-là initiale. En revanche, on avait l'ambition, la volonté de travailler dans l'économie circulaire, de créer quelque chose. Et en fait, notre ambition, je dirais que c'est de viser quelque chose de plus global. On n'est pas là à proposer une solution en B2C chez les particuliers. On souhaite vraiment s'attaquer aux industries parce que l'industrie, malheureusement, c'est pas forcément bien vu, notamment l'industrie agroalimentaire. L'objectif, c'est d'essayer de redorer un peu ces filières en proposant de la valeur, en proposant justement une démarche en économie circulaire et d'avoir un impact très global. Ouais, du coup, il y a cette volonté d'avoir un impact et l'idée qu'avec l'industrie, on voit aussi plus large, plus fort et donc plus... Ouais. Agathe Albertini, vous alliez, je crois, interpeller notre jeune invité. Ouais, je voulais savoir si tu avais dû te battre contre des jugements pessimistes en disant ça ne va pas marcher, etc. Est-ce que tu as dû affronter ce genre de questions? Alors, rarement en venant de l'extérieur parce que je pense que le projet est quand même beaucoup soutenu dans son ensemble. Et on a réussi à s'entourer des bonnes personnes pour nous aider. En revanche, d'un point de vue personnel et intérieur, entre nous, c'est parfois délicat. On est parfois au creux de la vague, comme dit Yacine, mon associé. C'est des périodes où on se remet un peu en question parce qu'on a une déconvenue d'un point de vue du marché ou d'un point de vue réglementaire. Et donc, c'est à ces moments-là que les mentors sont justement très importants pour nous redonner confiance dans le projet, mais pas forcément de l'extérieur. Tant mieux. C'est bien. C'est bien. Bon. Ça montre une mentalité quand même qui a évolué aussi sur la confiance en la création d'entreprises par des jeunes. Et c'est intéressant ce que tu dis parce que tu parles vraiment de la confiance en soi en fait, qui est vraiment un pilier. Et Dieu sait que tout ça, on sait que ça va, ça vient, et il faut arriver à se consolider là-dessus. Et du coup, si tu veux bien Thomas, j'enchaînerai bien sur une prochaine question où vous en êtes au début de l'aventure. Déjà, vous voyez un peu, vous touchez vraiment du doigt sur ce qu'il faut pour pouvoir avancer, donc travailler cette confiance en soi. Mais qu'est-ce que pour toi, quelles sont les principales qualités qu'il faut avoir pour aller dans cette aventure et ce que tu anticipes pour la suite, du coup? Je n'ai pas vraiment d'idée de qualité à titre personnel, mais je pense qu'il y a quand même
le besoin d'être rigoureux, travailleur, et surtout de faire preuve d'un peu d'abnégation, justement pour être capable de travailler dans les moments où ça va pas trop, et d'avoir une vision un peu long terme. Nous, on a la chance tous les trois de sortir d'études, d'être encore jeunes, de ne pas avoir de famille à charge, etc., d'être aidés par nos proches. Donc forcément, c'est un peu plus facile d'avancer, toujours d'être positif. Je pense que c'est pas forcément le cas pour tout le monde. Donc, voilà. C'est intéressant, je te sens super humble dans les questions qu'on te pose, à toujours remettre l'équipe avant, et c'est sûr qu'on ne crée pas une boîte sans équipe. Il y a quand même beaucoup d'échanges d'entrepreneurs qui disent qu'il y a quand même à un moment besoin d'une certaine forme d'ego dans le bon sens du terme, parce que comme toi, il y a le bon et il y a le mauvais, mais cette question d'ego qui fait qu'on a besoin de se battre pour quelque chose, que ce soit pour certains peut-être pour l'argent, d'autres parce qu'ils ont une revanche à prendre. Moi, j'aimerais savoir quel est le truc que tu as en toi qui fait que tu te lances dans cette bataille, parce que c'est une bataille plein de joie, mais aussi un moment avec des difficultés. J'ai envie de comprendre ce qu'il y a en toi qui t'a amené là. À titre personnel, c'est parce que c'est vraiment une thématique qui me plaît, que ce soit de manière très générale le volet un peu agronomique ou agroalimentaire, travailler pour une industrie agroalimentaire, pour toute une filière, parce qu'en fait derrière les casseries, c'est la filière œufs et ovoproduits qui se cachent. Et moi je suis très attaché à l'agriculture, notamment l'agriculture française, et c'est vrai qu'à titre personnel, j'aimerais vraiment pouvoir réussir, pouvoir offrir des solutions à ce secteur d'activité qui n'est pas forcément toujours bien vu, surtout la filière œufs qui est parfois sous le feu des critiques. Donc c'est un combat, tu as vu trop de gens se bagarrer contre les agriculteurs, avec en face des agriculteurs qui font de leur mieux et qui en donnent pas toujours les moyens, c'est l'idée? Alors l'idée générale, oui, c'est pas forcément pour ça que je le fais, mais c'est quelque chose qui me tient à cœur. Du coup, la volonté d'avancer, de créer une entreprise qui fonctionne vraiment avec ce modèle-là, éventuellement, même à beaucoup plus long terme, c'est peut-être un peu ambitieux, mais créer des emplois non délocalisables dans les territoires ruraux en France. Donc tout ça, ça fait partie un peu de ce qui nous pousse, ce qui nous motive, tous les trois, je pense, à titre personnel. Emmanuel. Oui, j'ai une question sur le financement, donc assez terre à terre, mais on sait que particulièrement en ce moment, ça peut être difficile. Est-ce que pour du coup lancer le projet Circulec, vous êtes allé voir vos proches, ce qu'on appelle la love money, essayer d'aller chercher un petit peu de fonds auprès de la famille ou des amis? Oui, alors déjà pour le financement vraiment de ces 2 dernières années, c'était surtout des subventions, des petites aides, des concours, etc. Aujourd'hui, on passe un peu à une étape supérieure, et donc on a d'ailleurs lancé un appel aux dons très récemment, là qu'on peut retrouver sur notre site internet, pour obtenir à peu près 30 000 euros qui nous serviront vraiment à lancer le projet à court terme. Et ensuite, on envisage une première levée de fonds qui fera effet levier avec des subventions publiques au premier ou deuxième trimestre 2021. Pour une valeur de à peu près 500 000 euros, qui nous permettra d'industrialiser notre solution et de monter notre premier pilote dont je parlais tout à l'heure. C'est du don pur, c'est du don en échange de... Pour ces dons-là, c'est des dons éligibles à une déduction fiscale qui nous est permis grâce à une fondation reconnue d'utilité publique. Et donc ça nous permet d'avoir un petit effet levier sur des dons de particuliers qui, en retour, reçoivent ont la possibilité de défiscaliser. De participer aussi à l'aventure et de se dire qu'ils ont accompagné. Agathe. Justement, je voulais savoir, là, au moment très précis où tu es, où tes associés et toi êtes, quelle est déjà ta première fierté, ta plus grande fierté à ce stade? Ça sera peut-être encore un peu d'humilité, mais je n'ai pas du tout de fierté à titre personnel. Je pense que ce sera quelque chose qui viendra après. Sincèrement. Est-ce qu'il n'y a pas quand même quelque chose où tu dis, sans que ce soit de la fierté, mais qui t'a vraiment fait super plaisir? Oui, tout ce qui est réussite vraiment de l'entreprise, obtenir des financements, quelque chose comme être lauréat du prix Mouv'J, c'est une réussite. Et donc toutes ces choses-là nous font avancer, même une réussite d'un point de vue technique, un verrou qui saute, une avancée, un contrat signé, tout ça c'est vraiment des réussites. Du bonheur. Ouais, je pense qu'en termes de fierté, ce sera vraiment plus tard quand il y aura une société qui fonctionnera, qui créera de l'activité et de l'emploi. Mais on oublie trop souvent de fêter chaque petite victoire, donc c'est important d'en avoir conscience. Et Emmanuel, je vois que tu voulais encore rebondir sur ce que tu disais aussi sur le Mouv'J. Tu vas rejoindre la famille du Mouv'J. Donc je vais peut-être te poser une question qu'on m'a posée il y a quelques années. Qu'est-ce que tu comptes apporter du coup à la communauté maintenant que tu es lauréat? Ouais, alors j'espère pouvoir apporter ma faible expérience de 1 an et demi, 2 ans d'entrepreneuriat en étant étudiant, donc c'est peut-être aussi des expériences... Tu l'es encore d'ailleurs? Non, j'ai fini là cet été.
Donc c'est peut-être des ressentis que tout le monde n'aura pas. Voilà. Également un peu des compétences peut-être pour accompagner d'autres entrepreneurs, notamment sur nos volets très spécifiques, assez techniques, sur lesquels on est spécialisé. Et puis c'est sinon surtout bénéficier aussi, de continuer de bénéficier de ce réseau, faire participer à ce réseau et prendre part un peu à des événements Mouv'J si possible. C'est très important ce que tu dis, faire partager ma faible expérience. Elle n'est pas si faible que ça parce que souvent on voit que les jeunes, et tous les entrepreneurs qui démarrent quel que soit leur âge, pensent que la partie la plus difficile, c'est avant de créer. Donc c'est bien la preuve que c'est compliqué ces étapes-là. Alors qu'après on se rend compte que c'était tellement facile avant et que c'est tellement compliqué après. Donc cette expérience de lenté, elle est vraiment importante pour aider à passer le pas, à oser et à se jeter dans le grand bain. Donc on compte sur toi. Très bien. Si quelqu'un a une question à poser à notre jeune entrepreneur, qu'il la pose maintenant ou se taise à jamais, car nous entrons dans les arrêts de jeu de cette émission. Alors très rapidement, qu'est-ce que tu dirais à un jeune, justement, qui veut se lancer ? De se lancer, tout simplement. Je pense que c'est la meilleure réponse possible. D'accord. Et c'est la réponse la plus concise qui permet de ne pas nous faire trop gronder par la production. Merci et bravo à toi encore une fois. Bravo et merci à tous ceux qui vous accompagnent, vous les jeunes entrepreneurs. Donc merci Bénédicte, merci Agathe et merci Emmanuel d'avoir été là tout au long de cette émission avec nous. Et merci à vous qui nous suivez. Je vous encourage bien évidemment à aller découvrir encore un peu plus ce que peuvent faire tous ces brillants jeunes entrepreneurs du Mouv'J. À très bientôt. Non, à très bientôt d'ailleurs, je vais vous dire quand. Rendez-vous le jeudi 12 novembre à 18h sur mouv'j.fr. On retrouvera les lauréats des mentions spéciales, premier pas à l'export et engagement citoyen. Look like it's working.